bassin du Congo aujourd'hui, c'est le premier poumon écologique de la planète aujourd'hui. Cela est avéré. Vous connaissez souvent l'Amazonie de par sa superficie et de par le passé était l'un des remparts de l'humanité en matière de régulation du climat. Mais aujourd'hui, nos forêts du bassin du Congo, vous connaissez nos forêts séquestrent 1,5 milliard de tonnes de CO2. Mais ce que l'on ne vous dit pas assez, récemment, on a découvert ce qu'on appelle les tourbières des bassins du Congo, qui, elles, stockent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. Je vais vous le dire autrement, c'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de toute la planète. Et le bassin du Congo, c'est aussi une autre particularité. Nous abritons également 10% de la biodiversité mondiale. Et le bassin du Congo, c'est également sur le plan du bassin, ce qu'on appelle la ressource en eau. Nous avons ce majestueux fleuve Congo, d'où l'intitulé de notre commission climatique, bassin du Congo. Nous avons ce majestueux fleuve Congo qui est le deuxième de par son débit après l'Amazone aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'enjeu est crucial. Nous sommes aujourd'hui le rempart de cette humanité. Si nous voulons, dans le cadre des accords de Paris, n'oubliez pas que nous sommes tous des pays partis aux accords de Paris, qui nous font, l'accord de Paris nous fait l'obligation de maintenir la température de notre planète à 1,5 degré Celsius aujourd'hui. Et si nous ne préservons pas le 1,5 milliard de séquestration de nos forêts du bassin du Congo, si nous ne conservons pas le 31 milliards de tonnes stockées dans nos tourbières du bassin du Congo, eh bien, nous basculons, comme le dit le GIEC, les scientifiques aujourd'hui sont au centre du débat sur le climat, eh bien, nous basculons à 3-4 degrés Celsius et vous comprenez que ça devient invivable. Mais parallèlement à ça, l'enjeu c'est quoi? Nous sommes, vous l'avez compris, des bons élèves de l'atténuation. Mais en matière de développement durable, on nous dit quoi? Nous devons pouvoir exploiter et tout en préservant pour les générations futures. Parce qu'il n'y a pas de planète, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul habitat et nous y sommes tous. Donc il nous faut pouvoir concilier le développement inclusif dans le cadre d'une économie circulaire parce que nous avons nos populations à qui il faille donner des ressources alternatives, à qui il faille apprendre comment exploiter ces ressources naturelles sans pour autant nous mettre nous-mêmes en tant qu'humains, nous humains qu'on appelle le vivant, les vivants, en difficulté. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le One Forest Summit, qui porte les questions climatiques, parce que les forêts sont des ressources naturelles au centre même de la régulation du climat. Vous avez des questions de biodiversité. Nous sortons de la COP15 de la biodiversité aujourd'hui, puisque je suis l'autorité nationale en matière de biodiversité de mon pays également. Et donc, nous sortons de la COP15 avec des engagements sur également tout ce qui a trait à l'eau. Et l'Afrique n'est pas en reste, puisque nous avons également ce qu'on appelle les accords d'Abidjan sur toutes les ressources jusqu'au golfe de Guinée qui portent le bassin atlantique et autres sur les océans, sur les mers, sur notre propre bassin et notre propre continent africain. Donc voilà pourquoi il était important que nous venons porter notre voix et notre soutien au One Forest Summit porté par la République du Gabon aujourd'hui, parce qu'un seul doigt ne lavons pas le visage. Nous sommes tous dans une initiative sous-régionale, certes, mais aujourd'hui il est question de partager avec les autres, le reste de la planète, nous pays du Sud avec les pays du Nord et les deux autres bassins qui sont associés également à cette initiative, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Bornéo-Mékong qui est là, parce que ce que l'on ne vous dit pas, lorsque nous conjuguons, nous additionnons ce que représente le bassin du Congo, ce que représente le bassin de l'Amazonie, ce que représente le bassin du Bornéo-Mékong, à nous trois, nous représentons 80% de la biodiversité mondiale. Et nous donnons
à 1,5 milliard de population une économie de substitution par rapport à ce que nous voulons dans le cadre de la préservation qui sont identifiés de la préservation de notre planète, de nos écosystèmes dans le cadre des 17 objectifs du développement durable. Il faut déjà partir de Rio 92 et de prendre Copenhague également, où les États du Sud, qui sont les États les plus pollueurs, parce qu'il faut dire que l'Afrique n'émet qu'à 4% des émissions aujourd'hui. Donc ce n'est pas nous qui dégradons la planète, ce n'est pas nous qui impactons négativement. On nous avait promis quoi à Copenhague, même en revenant sur Rio? Il nous avait été promis 100 milliards de dollars par an pour porter ce qu'on appelle aller vers une transition énergétique, aller vers également ce qu'on appelle communément des questions d'adaptation. Puisque, vous l'avez compris, avec des émissions de 4%, nous sommes de bons élèves de l'atténuation aujourd'hui. Mais la question n'est pas là. La question, vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre. Nous rendons, en tant que rempart de l'humanité aujourd'hui, le bassin du Congo, cela est avéré, nous rendons réellement ce qu'on appelle un service écosystémique. Le président Denis Sassou Nguesso, à la tribune de la COP26 à Glasgow, l'a dit. Il a parlé de cette question de service écosystémique. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Nous, aujourd'hui, nous permettons à la planète de respirer. Mais qu'avons-nous en retour? Comment nous allons vers notre agriculture qui doit être résiliente? Comment nous allons aller vers une ville intelligente avec la notion de durabilité? Comment nous allons tout simplement aller vers une transition énergétique, puisqu'il faut quelque part nous désengager des énergies fossiles qui sont des énergies polluantes. Donc, toutes ces questions, nous venons les mettre sur la table. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qui nous fâche, c'est quoi? Dans l'accord de Paris, à l'article 6, il est question de ce qu'on appelle des crédits carbone. Le crédit carbone, aujourd'hui, la tonne telle que nous, on veut la vendre, on veut nous la vendre. Le marché auquel on veut que nous ayons simplement accès, on appelle ça un marché volontaire. C'est un véritable Far West, ce marché volontaire, où ça a la tête du client, où ça a la puissance du pays, où ça a la puissance de la coalition que l'on vous propose. Des coûts entre 5 et 10 dollars, 8 dollars, maximum 30 dollars, en deçà de ce que préconise ce qu'on appelle le marché du crédit carbone. Souverain qui est préconisé dans l'accord de Paris et qui oscille entre 50 et 150 dollars. Aujourd'hui, les pays partis comme les nôtres de l'accord de Paris, les pays du Nord, de façon globale, ont accès à ce financement. Mais nous, on nous demande d'attendre un cadre institutionnel, un mécanisme qui, depuis l'accord de Paris, je vous laisse faire le calcul, 15 ans pratiquement après, n'a pas été mis en place et on veut nous empêcher donc de pouvoir bénéficier de ce qui nous est dû parce que nous rendons ce qui est avéré, ce service écosystémique. On doit être rétribué parce que si nous n'avons pas cette rétribution, comment nous pouvons financer notre transition énergétique? Comment nous pouvons continuer à concilier l'exploitation durable de nos ressources naturelles et la restauration des terres dégradées et la réforestation des zones d'afforestation qui seront dégradées également. Vous voyez? Donc, ce sont ces questions-là. Au centre, c'est le crédit carbone souverain. Il faut employer et maîtriser ces notions. Parce que ce n'est pas simplement le crédit carbone, c'est la notion de crédit carbone souverain qui est quelque chose de régulé, un marché régulé que nous retrouvons dans le cadre de l'accord de Paris, au détriment du crédit carbone volontaire qui, lui, là, c'est le Far West.